Dans son premier long métrage, Le Dernier des Juifs, Noé Dobré raconte l'histoire de Ruben Belisha, éternel loser magnifique qui vit chez sa mère, qui essaye de chanter à l'autotune, mais c'est un peu foireux et ça la laisse totalement indifférente. Qui d'autre que Noé Dobré aurait pu raconter une histoire aussi moderne, drôle et en même temps touchante? En parlant de juifs. C'est En ça parlant qui de nous juifs, intéresse et c'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui. Noé Debré, donc scénariste, réalisateur, showrunner. Grâce à toi, on a beaucoup ri, beaucoup pleuré aussi. Noé, tu es une espèce d'alchimiste. Tu transformes le drame en récit universel grâce à ton très bon usage du burlesque, qui nous parle beaucoup. On t'admire aussi pour ta manière de moderniser les représentations des figures juives à l'écran, qui sont très importantes pour nous. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Ça va parler aussi de tradition, de comédie. Alors, bienvenue, Noé Debré, dans le podcast Midrash. Premier long métrage, même en tant que... en tant que réalisateur. Réalisateur, c'est ça. Donc, tu dis que c'est pas du tout ton histoire, c'est pas du tout un juif de banlieue. Et nous, ça nous intéressait que tu nous racontes un petit peu le processus que tu as fait. En fait, on imagine que tu t'es beaucoup documenté, que tu allais interviewer, que tu allais sur le terrain. On sait, nous, qu'il y a eu, ça existait. Tu parles d'un phénomène dans ce film qui est le départ des juifs de banlieue. Donc, il y a des alias internes en France, on appelle ça comme ça. Ouais. Des gens qui ont quitté certaines banlieues pour aller dans d'autres qu'ils estimaient plus sûres, ou d'autres qui ont carrément fait leur départ en Israël. C'est un vrai phénomène. Tu parles du sentiment d'urgence de vouloir en parler à le moment où tu en as parlé. On veut bien savoir ce que tu as appris. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment partis? Pourquoi? Et ce que tu as appris dans ces rencontres de terrain? En fait, le sentiment d'urgence, il vient un peu par strate, mais il y a plusieurs points de départ au film. Il y a une conversation que j'ai avec une jeune femme que je ne connaissais pas beaucoup, une amie d'amis, quoi. Une fois, on se retrouve à boire des verres et on parle de ça, de ce dont parlent les juifs, l'antisémitisme et tout ça, bref. Et moi, je suis un peu le mec serein, le mec, je sais pas, c'est des sujets qui me... Comment dire? Je prends ça avec un peu de distance. Ouais. Et elle me dit, mais tu sais, moi, mes parents, ils vivent dans tel banlieue, et dans l'ascenseur, il y a marqué « Vive Mohamed Merah ». Quelqu'un a écrit « Vive Mohamed Merah ». Et donc, tous les jours, ils passent devant ça. Et puis, bon, ça me coupe un peu le sifflet, quoi. Et je me rends compte que c'est une affaire de classe, en fait. Et que moi, je viens d'une classe bourgeoise. J'ai grandi en plus à Strasbourg, dans un milieu bourgeois, juif, classe moyenne supérieure, disons, voilà. Et puis à Paris, j'évolue dans la bourgeoisie culturelle la plus classique. Donc forcément, en fait, je ne suis pas vraiment exposé. Et donc, ça me travaille un peu. Et puis, le sujet revient, etc. Et puis, un jour, voilà, j'ai cette idée. Je me dis, je vais écrire un film là-dessus. Ça va être un film avec Michael Zindel, avec cet acteur qui joue dans le film. Et ça va être comme une espèce de... un peu comme une comédie italienne ou comme une BD de Riyad Satouf, quoi, là-dessus. Et à partir de là, je me dis, mais il faut que tout soit vrai dans le film parce que c'est pas possible d'inventer ou c'est pas possible de juste faire avec le lieu commun journalistique. Parce qu'en tant que scénariste, je pense que c'est très important de ne pas se contenter du lieu commun journalistique. Parce que le journalisme crée un récit. Et en fait, si le cinéma ne fait que abonder le récit que crée le journalisme, alors quel intérêt d'aller au cinéma? Évidemment, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on retrouve énormément d'authenticité dans Le Dernier des Juifs, que ce soit le parquet, les vidéos de Torah Box. Il y a énormément de choses, en fait. Tu vois, je trouve que même la jeunesse montrait ce genre de juifs qui ont notre âge. On s'est retrouvés, on a trouvé ça super authentique. Ce que je disais, tu vois, l'amour du rap, sa relation interreligieuse. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Et bien sûr. On sent que tu as fait énormément de recherches là-dessus. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai appelé, parce que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui suis capable d'aller comme ça sur le terrain, parler aux gens, etc. Okay. J'ai pas du tout ces qualités-là. Et j'ai proposé à un copain qui s'appelle Eli Ben Shimol, qui est un garçon que je connais depuis très longtemps, avec qui on avait déjà travaillé. Et je sais qu'il est très bon pour ça. C'est quelqu'un qui a énormément d'entre-gens. D'entre-gens, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, qui est comme ça, très, très charmant et qui aime bien aller parler aux gens, etc. Et donc, Eli a un peu sillonné, notamment le 93, un peu le 95, aller rencontrer les juifs qui étaient encore là, aller juste traîner parfois dans les cafés, parler aux gens, etc. pour sentir l'atmosphère, quoi. Et quand il parlait à des gens intéressants, il me le racontait, puis on allait les rencontrer ensemble et on discutait, etc. Et comme ça, on a fait une espèce un peu, voilà, un tour d'horizon. Et de ces conversations, arrivait très souvent ce qui allait faire la matière des scènes, quoi.
Et donc, on a fait ça. J'en ai tiré le scénario. Et je pense que c'est... Et en fait, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui s'y passait et comprendre... Parce que ce truc de l'ALIA, moi, je ne suis pas sociologue. Ouais. Et donc, ce que j'ai vu est évidemment 1000 fois plus... comment dire, ne cesse pas du tout réduire à ça, quoi. La vérité, c'est que dans les cités, les gens qui sont arrivés en même temps que les Juifs, ils sont plus là non plus. Ouais. Déjà, c'est la première réplique du film, c'est ils sont passés où, les Arabes? Ouais. Ils ont été remplacés par des Noirs. Il n'y a plus que des Noirs. Et en fait, c'est aussi un truc, encore une fois, avec 1000 réserves, parce que je ne suis pas sociologue, mais il me semble qu'en fait, en France, au final, l'ascenseur social ne marche pas si mal parce qu'en fait, c'est rare que les gens naissent et meurent dans les cités. Ouais. C'est-à-dire, souvent, c'est quand même les derniers arrivés qui se retrouvent dans ces endroits-là. Ouais. Et donc, y a une forme d'extraction sociale, je ne sais pas comment appeler ça. Et donc, voilà, les gens passent dans des quartiers, dans d'autres quartiers, ils vont... Voilà. Bon, bref, il y a une élévation vers la classe moyenne. Ça. Et évidemment, les Juifs n'échappent pas à ça. Donc, il y en a plein... Enfin, la majorité des Juifs qui sont partis des cités, ils sont partis parce que Dieu bénisse, ils font une bonne situation et ça va. Et après, il y a la vérité de l'atmosphère et des faits antisémites dans les cités qui sont incontestables et qui a provoqué le départ de beaucoup de gens. Mais à ça, moi, ce que j'ai aussi découvert, c'était... Ce qui m'a énormément frappé, c'était la nostalgie en fait des gens qui avaient quitté les cités. Ça veut dire qu'il y avait quand même... Les gens me disaient, mais c'était dur de partir, pas parce que... C'était dur de partir parce que c'était chez nous, parce que en fait, nos voisins, on s'entendait bien avec eux, on les aimait, on avait nos amis, on avait les solidarités. Après, c'est beaucoup un discours qu'ont les gens sur la cité, c'est que c'est aussi un lieu d'exclusion sociale, mais c'est aussi un lieu de solidarité, etc. Ouais. Et que les gens sentent qu'ils ont perdu. Et au final, je vois quand j'ai montré le film, moi j'étais très inquiet parce que je me sentais quand même globalement assez illégitime à faire ce film. Et la première fois qu'on a montré le film, c'était à Sarcelles. La deuxième fois, c'était à Créteil. Donc, chez les gens concernés, même si Sarcelles, c'est vraiment un cas à part. Hein. Ouais, c'est assez safe aussi comme endroit. Il y a un méga vivre ensemble, il reste encore beaucoup de Juifs. Ouais, et puis c'est... Bref, c'est vraiment un monde à part, Sarcelles. Mais il y a pas mal de gens qui viennent d'autres cités qui sont allés à Sarcelles, etc. Bref. Et ce qui m'a ému, c'est que ce que les gens reconnaissaient, il y avait une scène dont les gens me parlent beaucoup à l'issue des projections, c'est celle où les voisines, quand il perd sa mère, les voisines lui apportent à manger. Ouais. Et ça, vraiment, mais systématiquement, les Juifs de banlieue ou ceux qui ont vécu en banlieue disaient, mais ça, je l'ai vécu. Ça, c'était la vérité. Ça, c'est la vérité de ce que c'était, etc. Ça, c'est d'une justesse folle. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je trouve, que ce soit plus quelque chose de la génération d'avant. Tu vois, qu'on voit. Il y a peut-être Enfin, je sais pas s'il y a un propos sur le fait qu'il y ait peut-être un peu plus de solidarité sur la génération d'avant que sur celle actuelle, tu vois, mais... J'en sais rien. Je pense que... Sincèrement, je pense pas. Je pense que c'est un... Je pense que... Je sais... Peut-être. Je pourrais pas en faire une vérité générale, je sais pas. Le récit là, il nous touche beaucoup et on trouve que dans ton film, et on se doute bien qu'il y a un double discours sur l'exil parce qu'on fait beaucoup référence, on sent surtout avec la fin du film qui se termine sur Enrico, qui chante « J'ai quitté mon pays ». On se doute qu'il y a un miroir avec l'exil qu'ont connu, l'exil entre guillemets presque forcé des Juifs d'Algérie. On sent que c'est une mémoire qu'elle porte beaucoup, Gisèle. Et ce personnage joué par Agnès Jaoui, il est assez touchant parce que c'est décrit avec une bonne justesse cette espèce de bipolarité entre je garde une amertume d'avoir été issue d'un déplacement forcé d'Algérie et en même temps une belle mémoire du vivre ensemble avec ces gens-là. Donc il y a cette espèce de bipolarité entre une forme de racisme qui est inévitable et en même temps beaucoup de tendresse. Et donc, il y a ce double exil. Il y a la question d'exil qui est toujours inhérente aux Juifs et aux Juifs d'Algérie. Et du coup, on se disait, quelle place ça prend, toi, dans ton récit, dans ta manière de voir les Juifs, cette notion d'exil, et pourquoi avoir voulu pas particulièrement parler de ça, de l'exil d'Algérie, par exemple, ou en fait, séfarade. Ça vient... Initialement, je me souviens avoir lu une tribune, mais c'était à l'époque de... le premier embrasement antisémite, c'était quoi, 2014, 2014, ouais. Et je me souviens que... Je crois que c'est Dominique Sopo, qui
était président de SOS Racisme, avait écrit une tribune dans Libération à l'époque. Il disait, en fait, on ne comprend rien à ce que vivent les Juifs à qui ça arrive si la référence à laquelle on fait appel, c'est la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Il disait, en fait, parce qu'on parlait de je sais pas quoi, il y avait eu un week-end particulièrement dramatique, les gens parlaient de Nuit de cristal et tout ça. Donc évidemment, d'un côté, il y avait, je sais pas, Théo Klein qui disait non mais n'importe quoi, c'est pas la Nuit de cristal ça. Et de l'autre côté, et en fait, il avait raison. Il avait raison, bien sûr. Ouais. Et en fait, de l'autre côté, Dominique Sauvé, moi j'avais trouvé ça lumineux, disait non mais en fait, la mémoire à laquelle ça renvoie les gens, auxquels ça arrive, c'est le départ d'Algérie. Et moi, j'avais trouvé ça très simple. Et donc, moi, par ailleurs, je suis... ma mère est séfarade. Voilà, mon grand-père est né en Algérie et tout ça. Donc, c'est aussi disons, une mémoire que je connais, quoi. Enfin, ou justement, peut-être que je ne connais pas, d'ailleurs, pour ces raisons-là, précisément. Et donc, ça m'était resté. Je m'étais dit, tiens, il a vu un truc. Et puis, quand je préparais le film, j'ai un copain qui s'appelle Raphaël Nadjari, un réalisateur, qui m'a dit, tu devrais aller écouter, il y a Enrico Macias qui parlait hommage. Il y avait une soirée d'hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme, avec Enrico Macias qui parlait de ça. Et puis, il me disait, tu devrais aller écouter, tu vas comprendre quelque chose sur ton film. Et donc, on y est allé. Et effectivement, c'était extraordinaire. Il y avait Enrico Macias qui racontait toute sa vie, quoi. Il était interviewé et ça. Et la vie d'Enrico Macias, c'est génial. Enfin, génial. En tout cas, elle est fascinante. Il a vraiment vécu... il a vécu la décolonisation, etc. Et toujours avec... avec ses démons aussi, hein, mais quand même avec une volonté de croire à quelque chose de possible, quoi, chez lui. De cohabitation. Pas simplement de cohabitation, de vivre ensemble. Enfin, bref. Et ça m'a frappé, je me suis dit, ouais, il a raison, ça veut dire que en fait le film parle de ça. Et d'ailleurs, du coup, j'ai mis Enrico Macias à la fin du film. Et il y a quelqu'un qui l'a très bien vu, il y a un garçon qui s'appelle Milo Lévy-Bruhl, un sociologue, qui a écrit un très beau papier sur le film à sa sortie, où il parle il dit, voilà, en fait, le film raconte la façon dont l'Andalousie, l'espèce de l'âge d'or, la question de l'âge d'or de l'Andalousie, du vivre ensemble entre les juifs et les musulmans, en fait, n'arrête pas de se déplacer. Et comment ça a été l'Espagne, l'Andalousie, suite à la Reconquista. Donc c'était l'âge d'or, c'était cet endroit, etc. Et puis ensuite, il y a eu la décolonisation, les juifs sont partis du Maghreb, et c'est devenu le Maghreb. Dans la mémoire des Juifs qui étaient partis, le vivre ensemble, l'âge d'or de l'Andalouse, en fait, c'était devenu l'Algérie. Et maintenant, les Juifs ont quitté les cités, et c'est devenu les cités. C'est devenu cet endroit qui était... c'est cet imaginaire qui, à chaque fois, se déplace, quoi. Qui se déplace dans une forme rétrospective, forcément fantasmée, mais voilà, avec du réel. Et quelque part, le film s'appelle Le Dernier des Juifs. Moi, je pense qu'il aurait dû quelque part, il aurait dû s'appeler Le Dernier des Séfarades. Ouais, exactement. Wow, parce que c'est la vérité. C'est-à-dire que c'était les derniers séfarades, en fait. Les gens, c'était la France, cet endroit-là, peut-être, c'est le dernier endroit où les Juifs et les musulmans vivaient ensemble. Tu parles tu as pas mal parlé effectivement d'antisémitisme, la discussion que tu as eue avec cet ami d'ami. Tu as écrit du coup le dernier des Juifs plutôt bien avant le 7 octobre. Ouais. Vu qu'il faut quand même l'écrire, le monter, trouver les acteurs, le tourner. Tu sentais déjà du coup une résurgence de l'antisémitisme. Tu as expliqué ce qui t'avait poussé du coup à faire ce film à ce moment-là. À quel point c'était dur ou pas de monter ce film, et aussi est-ce que tu peux raconter quand vous avez dû du coup changer la date de sortie du film? On l'a pas changé justement, mais la question s'est posée. Alors déjà, ça n'a pas été très dur de monter le film, pour être tout à fait sincère. Je pense que globalement sur le sujet, les gens étaient mûrs pour l'entendre. Je pense que si j'avais essayé de faire ce film en 2015, ça aurait été plus difficile, parce que ça aurait été c'était un sujet un peu obscur. Mais là, je sais pas, je l'ai tourné en 2020. Non, c'était quand ça? 2023, ouais, moi je l'ai tourné en 2022 ou 2021 peut-être.
Donc on l'a financé à peu près à ce moment-là et tout le monde savait de quoi on parlait, quoi, en fait. Ouais. On avait, enfin, je veux dire, parce que voilà, il y a eu l'Hypercacher, il y a eu Zaratora et tout ça, et puis même il y a eu Ilan Halimi, il y a eu Dieudonné. Enfin, ça fait un moment qu'on en parle de l'antisémitisme en France. C'est vrai que même nous, en tant que jeunes, on a grandi dans, je pense qu'on a vu une détérioration quand même des propos sur les juifs, quoi. Globalement, depuis la seconde intifada, quoi. Ouais, ouais, exactement. Moi, j'étais au lycée vraiment, au ça a moment de la changé. seconde intifada, il y a eu au collège, il y a eu le 11 septembre et tout ça. C'est à partir de ce moment-là que c'est un peu parti en vrille. Et donc, le film est arrivé à un moment où moi, j'ai jamais eu de remarques politiques sur le film. Agnès Jaoui, elle a eu un moment de attention. Enfin, son premier réflexe, son premier email, c'est genre j'aime beaucoup ce scénario, mais est-ce qu'on va pas apporter de l'eau au moulin d'Éric Zemmour? Et on en a parlé. Et puis en fait, elle a pas beaucoup d'ailleurs parce qu'elle était séduite par la proposition. Et puis parce qu'elle a senti qu'on était au même endroit, elle et moi, de ce point de vue-là. Et donc le film s'est monté, en vérité, les réalisateurs disent jamais ça, mais assez facilement. On a eu l'argent de l'avance sur recette, donc c'est de l'argent public qui est attribué par un collège de pairs, quoi. Donc tout ça pour dire que il y a beaucoup de paranoïa aujourd'hui, tout le monde se sent dans une citadelle assiégée, mais bon, les gens ont voulu voir ce film, autant les organismes publics que, je sais pas quoi, Canal+. Voilà. C'est vachement important que tu le dises parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, effectivement, comme tu le dis, qui pensent qu'ils peuvent pas monter ce genre de projet alors que c'est encore faisable, en fait. Non, bien sûr. Et puis même, il y a cette idée que tout le monde est contre nous. En fait, dans le détail, c'est pas vrai. Et enfin, même d'ailleurs pas dans le détail, dans les grandes lignes non plus. Et puis c'était passionnant. On l'a casté. On a vu il y a plein de gens qui jouent dans ce film, donc qui ont contribué, qui ont. Donc voilà, tout ça pour dire, on a fait ce film. Et ça a été globalement un moment très joyeux. On l'a tourné à Noisy-le-Sec, on a été très bien accueillis. Il y avait des panneaux dernier des Juifs dans toute la ville. Voilà, ça s'est bien passé une fois. Il y a eu vaguement un truc qui est tombé sur un Barnum, mais bon, comme ça arrive quand on tourne un peu partout d'ailleurs. Bref. Et où est-ce que j'allais avec ça? Oui, et ensuite le 7 octobre est arrivé. Et le film sortait le 24 janvier, donc s'est posé la question de si on maintenait ou pas la sortie. En tout cas, le distributeur, à juste titre, a soulevé la question, quoi. Et moi, et mon producteur, Benjamin Elalouf, et Agnès, on était très convaincus qu'il fallait maintenir la date de sortie, parce qu'en vérité, je veux dire, pourquoi on fait du cinéma, quoi? On fait du cinéma c'est vrai. Pour que les gens puissent venir regarder quelque chose sur un film sur un grand écran, le regarder ensemble et rire et pleurer ensemble et communier dans leur humanité commune. Enfin, c'est ce qu'on espère, quoi, en fait. Et quelque part que le film arrive à un moment où il était utile, c'est formidable. Après, on a probablement été dans moins de salles que ce qu'on aurait pu espérer parce que les exploitants avaient peur d'avoir une affiche Le Dernier des Juifs sur leur salle dans ce contexte. Ce qui est exaspérant d'un côté. En même temps, le film, il a très bien marché. Il a fini par être montré un peu partout. Et voilà, il est sur Netflix en ce moment. Ouais, on est très contents de ça. D'ailleurs, nous, c'était notre première sortie de Midrash. C'était pour aller voir ton film. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est... Le début du collectif, première sortie. C'est pour ça que pour nous, on est très contents de te recevoir. Tu pourras en parler. Très symbolique. Justement, pour revenir un peu sur Le Dernier des Juifs, un archétype qui revient souvent je sais que tu n'apprécies pas forcément le mot archétype, mais j'aime bien, dans tes œuvres, c'est l'archétype du loser magnifique. Ouais. Tu vois, le personnage burlesque, un peu chaplinien. Belisha, il correspond totalement à ça. Une partie de Léa Schmoll, pas totalement, parce elle est très intelligente, elle est très vive, mais même Samy dans Parlement, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'aimes écrire ce genre de personnage dans tes histoires? Ouais, ces personnages clownesques et maladroits. En fait, alors le personnage de Belisha, il est vraiment inspiré par Michael. Donc moi je crois beaucoup. Et puis c'est trois bons exemples en fait. Il y a Samy, donc interprété par Xavier Lacaille, Léa Schmoll qui est interprétée par Elsa Gage et Belisha par Michael Zindel. Et dans les trois cas, c'est des acteurs qui ont une présence comique extraordinaire. C'est vrai. Et moi, c'est ça que j'aime dans la comédie, c'est je crois beaucoup que en fait, ce qui est drôle, c'est les gens.
Ce qui est drôle, ce sont les acteurs. Et après, c'est bien d'avoir des bonnes situations, c'est même bien d'avoir parfois des dialogues un peu rigolos, mais au fond, c'est pas ça qui compte. Contrairement à ce qu'on croit, en fait, j'ai l'impression. Ce qui compte, c'est si vous avez un acteur drôle, la scène sera drôle. Et il y a des gens qui sont drôles et il y a des gens qui ne savent pas comment être drôles. Et eux, 3, sont des gens qui profondément ont compris comment être drôles. Et ils ont chacun leur clown, quoi. Ouais. Et donc, c'est un clown, de maladresse. Xavier, il a effectivement comme ça Et puis, alors, Xavier et Elsa, c'est tous les deux des acteurs, par ailleurs, très techniques. Ça veut dire dans le sens où c'est des gens qui ont une grande maîtrise de leur art, quoi, de l'art dramatique, de la façon d'évoluer dans l'espace, de positionner leur voix, ils connaissent tout ça. Michael, au moment où on tournait le film, se rodait encore, et puis maintenant, je le vois déployer tout ça. Il était très drôle dans le sens des choses. Dans le sens des choses, voilà, il fait quelque chose de vraiment différent. Une sorte de rôle de... Bon, c'est un peu méchant, mais un peu de bouffon de la synagogue. Complètement, ouais, un peu. Il a hilarant dedans. Ouais, il est vraiment... Et c'est un personnage, en fait, assez différent de Misha, parce que c'est un type très sûr de lui, qui est comme ça. Et enfin, très sûr de lui, paradoxalement, en fait. En tout cas, qui affiche une grande confiance en lui. C'est bien plus juif aussi. Et donc, tout ça pour dire que moi, j'aime bien être inspiré par les acteurs. Et qu'en fait, ce qui me guide dans l'écriture des personnages, c'est beaucoup ça. C'est d'essayer de les écouter, d'écouter les comédiens et de me dire, tiens, voilà, si c'était Elsa qui jouait dans cette scène, ça donnerait quoi ? Et quand j'ai ça, c'est très facile après d'écrire. Du coup, donc, au sujet de ça, du comique, de la comédie, voilà, on voit que c'est vraiment ce qui lie beaucoup même si tu as écrit plein de choses différentes, c'est quand même ce qui lie beaucoup de tes œuvres. On sent qu'il y a beaucoup de refs aussi à des... On a vu bien sûr la ref à Friends dans le sens des choses. Il y a plein de choses qui nous évoquent nos petites mémoires pop culturelles. Nous, on trouve que tu as un rapport à la comédie qui permet de sortir des choses un peu dramatiques et de nous faire un peu du bien. Et on se demandait, on trouve ça très juif en fait. C'est vrai. Toujours, on en revient toujours à là. On est un peu la grand-mère qui veut que tout soit juif. Mais c'est quoi ton rapport à l'humour juif ? Comment tu arriverais à le caractériser, ou à l'humour en général, et quelles sont tes grandes inspirations de comédie ? Ouais, gros sujet. Je sais, en fait, le truc de l'humour juif, je vais faire la réponse de tout le monde. C'est-à-dire, je serais bien incapable de le définir. On constate qu'il y a beaucoup de juifs qui ont de l'humour, mais le rapport entre, je sais pas, Gad Elmaleh et les frères Cohen, par exemple, je suis pas sûr de le voir. C'est peut-être l'autodérision intense, en fait, finalement. Ouais, mais ça, c'est l'humour lui-même. Ouais. Parce que l'humour anglais, c'est aussi ça. Après, j'ai toujours trouvé que l'humour anglais, c'était l'humour le plus proche de l'humour juif. Dans tous les humours. Peut-être. Mais est-ce qu'il y a un humour juif ? Je sais pas, je me rends pas compte. Est-ce que OSS 117, alors c'est réalisé par Michel Zavicius, est-ce que c'est de l'humour juif ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est de l'humour français ? Oui, est-ce qu'on a besoin de se le dire ? Je suis pas sûre que même ta judéité définisse à quel point ton humour est juif. Genre, est-ce que c'est vraiment ça, tu vois ? Non, mais... Non, je pense qu'il y a une... J'imagine il y a des mécanismes sociaux et culturels chez les juifs qui fait que l'humour est valorisé, quelque chose de cet ordre-là, et qu'après, ils développent leur humour, etc. Mais je ne sais pas. Je ne sais même pas d'où ça vient, l'idée de l'humour juif. J'avais lu ce bouquin de... Je crois que c'est Michel Viviorka, mais je n'avais pas trouvé ça particulièrement convaincant. En fait, pour lui, l'humour juif, c'était l'humour de ses grands-parents polonais, quoi. Et en fait, Super. Donc, bref, je ne sais pas, en d'autres termes. Après, je sais que... ça m'a toujours... bien sûr, en fait, c'est marrant, une anecdote, c'est que Thomas Bidegain, qui est un scénariste et réalisateur avec lequel je travaille beaucoup, et qui a vraiment été mon mentor, il avait une anecdote que j'avais entendu raconter une fois, où il disait qu'une fois, il est allé avec son père au cinéma, quand il était petit, et ils ont vu Citizen Kane. Ouais. Et il a vu son père pleurer. Et son père, c'était un chef d'entreprise, etc. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose qui était... Et il a dit, voilà, et ça, c'est ce que j'ai découvert, c'est que le cinéma, c'est le lieu où les pères pleurent. Et bon, c'est très puissant. Et moi, j'ai une anecdote un peu comparable, mais c'est une fois, on regarde la télé avec mon père, et on tombe sur The Big Lebowski.
Ouais. Et en fait, il y a la première scène où ils foutent la tête donc le dude rentre chez lui, ils lui foutent la tête dans les chiottes, il fait Where's the money, Lebowski? Where's the fucking money, Lebowski? Et on ressort la tête et il fait Let me have another look, I think it's down there. Et là, on pleurait de rire. Vraiment, on pleurait, quoi. Je pouvais plus respirer tellement je trouvais ça drôle. Et donc, c'est quelque part aussi ça, quoi. On a pleuré avec mon père de rire. Et donc, le cinéma, c'est cet endroit-là, quoi. Donc, je pense que... Voilà, je ne sais pas si ça s'explique, mais en tout cas, j'ai un tropisme vers la comédie, après, qui n'est pas du tout exclusif. Non, ouais. Et puis, la vérité, c'est aussi que... Le cinéma, c'est une industrie qui fonctionne sur un marché. Et il se trouve que pendant longtemps, et c'est moins le cas d'ailleurs aujourd'hui, ce qui marchait très bien, c'était les comédies. Ouais, donc, du coup, quand on peut en écrire, on m'a pas mal appelé pour ça, et tant mieux. Et voilà. Mais c'est vrai que sur tous les sujets, j'ai toujours un peu tendance à me dire, tiens, qu'est-ce que ça donne en comédie ? Ouais. Y compris les sujets qui ne s'y prêtent pas du tout, ce qui peut donner vraiment lieu à des malentendus. Après, le dernier des Juifs, c'est aussi drôle que c'est triste. C'est bien ça sûr, aussi qui fait la force du film. Mais d'ailleurs, j'ai très envie de savoir les sujets les plus improbables. Non, mais non, mais je dis ça. Je sais pas. J'ai même pas d'exemple en tête. Mais je vois que c'est un réflexe et je vois que parfois ça met les gens un peu mal à l'aise. Enfin, ça désarçonne un peu, quoi. Ils arrivent avec un truc qu'ils estiment très sérieux et tu te dis, ouais, mais s'il se passait ça, ce serait vraiment trop marrant. Et là, ouais, je sens l'inquiétude grandir. Mais bon, j'arrive à faire sans. Après, pardon, juste pour finir là-dessus, ouais. Par contre, j'ai une conviction, c'est qu'à chaque fois que je vois un film où il n'y a absolument rien de drôle, je trouve que c'est un film idiot. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment, ça, je pense qu'on te rejoint tous les deux. Ah ouais, c'est vraiment... Quand des films sans humour du tout sont profondément souvent quand même des films imbéciles. Ouais. Ça, même par exemple, récemment, il y a eu Un simple accident. C'est tragique, c'est très drôle aussi. C'est formidable. Ouais, absolument. Bah, d'ailleurs, oui, chez lui, il est très fort pour ça, Jafar Panahi. Justement, en parlant de films d'autres personnes, qui n'ont pas été faits par toi. On voit émerger justement de plus en plus de récits qui parlent de récits communautaires, un peu, entre guillemets, comme Youssef Salem a du succès. On a trouvé que c'était potentiellement le film musulman le plus juif qui existe. De manière comment est-ce que tu perçois le dialogue culturel entre la culture musulmane et la culture juive? Ouais. À l'écran. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'on est, on est tout le temps en train de se... Enfin, il y a quelque chose d'inévitable dans la comparaison, en tout cas la mise en regard des deux expériences, parce que ce sont deux expériences communautaires, minoritaires surtout, avec la question de la religion. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Et donc on est obligé d'observer. En même temps, on voit bien que les ressorts sont pas tout à fait les mêmes, que les enjeux sont pas tout à fait les mêmes, que en fait les questions qui se posent à nous sont très différentes. Enfin, je sais pas où je vais avec ça, mais en gros, il y a... La question est très complexe. Hein. Ouais, donc, non, mais parce que Youssef Salem, ce que je vois, c'est un registre de comédie. Ça veut dire que ce que je vois, c'est un... On parlait d'humour juif, bah ouais, c'est effectivement... on pourrait se dire, bah tiens, c'est de l'humour juif, Youssef Salem, parce qu'il y a quelque chose d'assez sombre, en fait. Il y a beaucoup d'ironie. Et en même temps, ça pose la question de... voilà, qu'est-ce qu'on va garder de... en fait, c'est le Portnoy et son complexe, Youssef Salem. C'est, on dirait, un livre de Philippe Rost, quoi, sur un type qui... vient d'un milieu assez traditionnel, qui lui va mettre un peu ses tripes sur la table et le monde entier va le voir, dont sa famille, et dans quel abîme ça va les plonger. C'est ce que raconte Philippe Roth quand il fait Portnoy et son complexe. Et d'ailleurs, je vous recommande de lire le livre de Mark Wetzman sur Philippe Roth, qui s'appelle La part sauvage, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est vraiment extraordinaire. Et il parle de ça, il parle de... En gros, ce moment où un écrivain émerge d'une communauté et en fait retourne son regard critique sur cette communauté et de fait la trahit. Super intéressant ce que et en fait, c'est ce que raconte Youssef Salem. Je pense que c'est un peu
la position, j'en ai pas parlé avec elle, mais de Baya Kasmi. Ouais. Et inévitablement, et donc c'est une expérience très juive parce que c'est une expérience minoritaire et que les juifs ont une sacrée expérience de ce que c'est que le fait minoritaire. Donc, je pense que c'est à cet endroit-là qu'évidemment on communique et après on vit dans le même pays avec les mêmes référents. C'est ça qui est joyeux. Carrément. On va parler un peu du sens des choses. Donc la série que tu as sortie en mars dernier sur Max, c'est une série qui est inspirée très librement du récit de Delphine Erveler, de son livre Vivre avec nos morts. Donc nous, on a évidemment regardé cette série qu'on a adorée. C'est une série de comédie qui traite d'une jeune rabbine de 28 ans dans la communauté de Strasbourg. Donc une rabbine du coup dans la communauté libérale, évidemment, parce qu'on ne peut pas être rabbine dans le judaïsme consistoriel. On va en parler juste après d'ailleurs de toutes ces concurrences intra-religieuses. Donc à chaque épisode, Léa accompagne des membres de la communauté au sujet de l'ordre du quotidien du religieux. On parle de bar mitzvah, de naissance, de mort aussi. Ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que c'est un personnage qui débute, qui est en début de sa quête, qui sort d'école rabbinique. Et en fait, elle est là, elle est censée répondre à des questions et aiguiller les gens et les membres de sa communauté, mais elle se pose tout autant de questions que les gens qu'elle essaye d'aider. Et en fait, on se rend compte que c'est une série qui est davantage sur la quête spirituelle, métaphysique, quête de sens, comme le dit le nom de la série. Et nous, voilà, on aime beaucoup le fait que ce soit pas une série que religieuse. Ouais. Et du coup, on avait une question sur cette histoire de quête de sens. Et justement, le personnage d'Elsa Gage doute énormément. Toi, je pense que tu es quelqu'un qui doit douter pas mal. C'est quoi la place du questionnement et du doute dans ton processus créatif ? Dans le processus créatif, c'est presque comme une éthique, en fait, le doute. Quand on écrit, je trouve, parce que... comment dire ? Moi, j'ai observé, parce que j'ai écrit avec plein de réalisateurs différents et réalisatrices, et il y a ceux qui ont comme ça un truc où ils creusent un sillon, et ils vont recreuser ce même sillon de plus en plus profond, de version en version, etc. Et puis, ils savent. Et puis, il y a ceux qui creusent un sillon, et puis qui creusent un trou, et puis qui se disent « non, attends ». Et puis après, ils creusent un deuxième trou, et puis c'est un autre film, puis un troisième, etc. Et puis à la fin, tu as écrit 5 films différents avant de trouver le film. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et en fait, moi, j'appartiens plutôt à cette deuxième catégorie. Okay. Tandis que donc, c'est un peu des rapports de doute et de conviction. Et puis je pense à bref, c'est tempérament aussi. On a toujours la philosophie de notre tempérament. Mais donc oui, je doute pas mal. Enfin, j'essaye de douter pas mal en écrivant. Mais et après, dans le sens des choses, c'est vraiment ça vient vraiment. Nous, on n'a pas effectivement pas vraiment adapté le bouquin d'Alphine parce que on n'en tire pas grand chose. Si les gens qui ont lu le livre voient la série, ils y retrouveront pas énormément de choses. Par contre, ce qu'on a essayé d'adapter, c'est vraiment l'esprit du livre. Et de manière générale, on a beaucoup dialogué avec Delphine, on adaptait un peu ce qu'elle nous racontait, quoi. Et chez Delphine, il y a aussi tout ça, il y a aussi une grande éthique du doute qui je pense aussi, d'ailleurs, contribue contribue à l'adhésion dont tu as fait l'objet, quoi. Je pense que les gens se reconnaissent là-dedans, en fait. Ouais, c'est s'identifier à des gens qui sont faillibles, finalement, quoi. Ouais, et puis ça serait un peu ridicule, quoi, d'arriver avec des grandes vérités aujourd'hui. Je pense que de toute façon, la grande question que ça pose, que tout le monde se pose depuis un moment, et c'est vraiment une tarte à la crème de le dire, mais comment est-ce qu'on reste juif après la Shoah ? Comment est-ce qu'on continue à croire à un Dieu qui intervient dans le monde ? Est-ce que la création a un sens ? Enfin, et c'est d'ailleurs même pas des questions qui sont... je veux dire, ça n'a pas commencé avec la Shoah non plus, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est des vieilles interrogations, quand même. Mais d'ailleurs, excuse-moi, d'ailleurs, il y a un personnage qui représente totalement ça dans la série, qui est le père de... Ouais. Le père de Léa. Ouais. Et qui pose toutes sortes de questions qui sont bien évidentes, quoi. Et donc, à quoi ça sert, enfin... Et donc, ça, c'est la question de Dieu. Et de la question de Dieu se pose la question du texte, qui est censé être révélé, qui est censé être le texte de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue à se prendre la tête avec un truc qui vraisemblablement a été écrit par des mecs il y a très longtemps
quelle pertinence ça a pour nous? Est-ce que tout ça n'est pas juste un archaïsme dont il faut se débarrasser? Bref, c'est une grande question, très classique, et que je crois Delphine pose très ouvertement. Ouais. Et ce serait, de toute façon, ce serait complètement ridicule de les ignorer. Je veux dire, qui peut aujourd'hui prétendre que le monde a été créé en 7 jours? C'est ridicule. Je pense que non, mais plus personne, non, il me semble. Quand même. Sur YouTube. En tout cas, en France, on est plutôt. Aux États-Unis, je sais pas. Sceptique, ouais. Je sais pas, aux États-Unis, non, parce qu'ils se posent la question sous d'autres formes. Non, mais après, sur YouTube, il y a plein de gens qui croient ça. mais qui que ce soit qui va avoir une conversation sérieuse là-dessus doit bien en passer par là. Et elle a pensé quoi, Delphine? Officiellement, elle a beaucoup aimé. Non, elle avait... Et officieusement. Non, mais on était très inquiets. Non, on était assez... on était un peu sur la pointe des pieds en lui montrant la série. Moi, elle avait lu les textes, etc. Mais elle n'était pas toujours d'accord avec les textes. On avait vraiment débat. Un rapport assez dialectique. Ouais. Elle lisait les trucs. Elle a trouvé que... elle avait vraiment du mal avec le fait à quel point Léa foire à plein de moments, quoi. Okay. Parce qu'elle l'a trouvé vraiment pas dégourdie. Et ce qui est vrai, mais parce que nous, on lui opposait, on lui disait, ouais, mais c'est ça qui fait qu'il y a une histoire, parce qu'il faut qu'elle apprenne. On la voit évoluer. Elle foire, et puis en fait, et puis elle comprend, etc. Donc oui, elle a fait plein d'erreurs, etc. C'est pour ça qu'il y a du récit. Et en voyant la série, je pense que ça l'a rassurée, ça lui a plu, ça l'a assez ému aussi. Et puis, voilà, je pense qu'elle y a reconnu quelque chose. En tout cas, c'était très heureux, quoi, comme collaboration. Dans cette série, nous, on a trouvé ça vachement intéressant parce que vous parlez de conversion, de consistoire, du rapport avec les libéraux et le consistoire, de juifs qui deviennent un peu plus pratiquants dans leur foi, des juifs athées. Des juifs athées. Il y a Pessah, la question de la bar mitzvah chez les jeunes qui n'ont pas envie de faire leur bar mitzvah. C'est marrant parce que je trouve que du coup, il y a énormément de bienveillance dans la série pour tout le monde. On pourrait penser que tu fais une série sur le judaïsme libéral, du coup, tu pourrais être dur à l'égard de gens qui ont une pratique plus consistoriale. Ah oui. Ouais. La question, c'est vu que il y a une bienveillance à l'égard de tout le monde, il y a aussi un risque de ne plaire à personne. C'est quoi la réception Nous, on a adoré personnellement, mais c'est quoi la réception? Parce qu'en fait, au sein de la série, tu as plein de juifs qui sont jamais d'accord et qui ont leur manière différente d'être juifs. On imagine que dans la vraie vie, il y a plein de juifs différents qui ont dû c'est vrai. Alors, recevoir ça différemment. Les retours. Alors, la difficulté, c'est plutôt vous qui devriez me le dire, parce qu'en fait, la difficulté quand on fait un film ou une série, c'est que globalement, les gens qui viennent vous parler après sont ceux qui ont aimé, quoi. Donc, là, en l'occurrence, les critiques étaient très bonnes. Et après, moi, je vais pas lire les commentaires sur Allociné, donc je sais pas. Je pense que sur le sens des choses, je sais sincèrement pas ce que globalement les gens en ont pensé. On a beaucoup de témoignages de gens qui viennent nous dire que la série les a beaucoup touchés, justement parce que ça touche à des questions. En fait, ce qui m'a frappé, moi, en sortant la série, c'est que je me suis aperçu à quel point globalement, la télévision, mais de manière générale, la conversation qu'on a tous, la conversation culturelle, disons, la conversation en général, en fait, aborde si peu les sujets qui sont vraiment importants pour les gens. Ouais. À savoir, qu'est-ce que c'est que d'avoir des enfants, qu'est-ce que c'est de les regarder grandir, de les lâcher, qu'est-ce que c'est que de voir ses parents vieillir, de perdre des gens. En fait, toutes ces choses qui constituent notre vie, on en parle si peu. En vérité, ou alors sous des angles un peu psycho, self-help ou je sais pas quoi, mais on parle très peu du sens que ça a ou pas, ou voilà. Et par contre, on parle du budget de la sécurité sociale, on parle de sport, on parle de plein de choses qui, en fait, constituent un peu le bruit de la conversation dans laquelle on est plongé, mais assez rarement, on va véritablement dans ce qui nous touche, en fait, dans ce qui nous préoccupe aussi, je crois. Et je crois que c'est parce qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus, collectivement, à ce stade. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que le livre de Delphine sur la mort, Vivre avec nos morts, a tellement parlé aux gens. C'est qu'enfin, ils avaient quelqu'un qui leur parlait de quelque chose de si important pour eux, sur lequel il n'y a aucun mot qui est mis, collectivement. Et donc, la série, je crois, dans sa petite mesure, permet ça. Ça veut dire que les gens y ont retrouvé des questionnements qui sont importants pour eux, appliqués à ce truc bizarre que sont les juifs, le judaïsme, etc. Mais évidemment, avec une résonance
universelle, j'espère. Donc c'était plutôt ça le retour, en fait. Davantage que sur la question de l'identité juive, en fait. C'est vachement intéressant. C'est une petite anecdote que je vais raconter, mais j'avais trouvé, tu vois, sur Le Dernier Juif, que c'était un film très nécessaire, et un des retours qui m'a le plus marqué, parce que tu disais, c'est difficile pour toi de savoir, parce que généralement, c'est les gens qui aiment qui viennent te... Et j'en parlais avec une dame, je sais pas, une cinquantaine d'années, une juive, et pour elle, c'était inadmissible comme film. Ah ouais, génial. Parce qu'il était beaucoup trop positif, il était beaucoup trop... il y avait beaucoup trop d'espoir, en fait, dans ce film, et ça leur était insupportable. Ouais, bien sûr. Et c'était une dame qui venait de ce milieu ou pas? Non. Ouais, non, évidemment. Non. Parce que ça, c'est un retour que j'ai eu dans les projos, c'est qu'en gros, parfois, j'avais cette remarque de genre, mais est-ce que vous n'êtes pas angélique avec votre film? Et ça ne venait jamais de gens qui avaient fait l'expérience de la situation. Mais c'est marrant parce qu'elle m'a reproché à moi de pas venir de ce milieu. Ah oui, par ailleurs. Ah ouais? Ouais, elle me disait que... Bah, en gros, elle me disait que moi, je vivais pas dans les banlieues. Je savais... Et elle non plus. Elle non plus, tu vois. Oui, évidemment. Mais elle me disait, tu sais pas ce que c'est. Ouais, d'accord. Mais j'ai jamais eu... Alors peut-être que là, on s'en parle et du coup, quelqu'un va finir par m'écrire, mais je n'ai jamais eu de retour de gens qui ont vécu dans une cité ou dans les quartiers populaires en général, qui m'aient dit, ah ouais, ton film, n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça, c'est vachement pire, tu t'illusionnes. Au contraire. Non, le retour de ces gens-là, c'était, autant. enfin genre, c'est dingue ce que j'ai reconnu de ce que c'est aussi que la solidarité qu'on a vécue, voilà, et la coexistence. Mais ça, c'est parce que, tu vois, on en revient à ce truc de vivre le monde dans un filtre journalistique. Ouais, c'est vrai. C'est qu'en fait, c'est sûr, quand tu vis à Neuilly, à chaque fois que tu entends parler des juifs de banlieue populaire, c'est pour te dire que vraiment ça va pas et qu'il y a eu un cocktail Molotov sur la synagogue. Ce dont tu n'entends jamais parler, c'est les vieilles dames qui ont apporté à bouffer. Donc, en fait, mais on est tous là-dedans. Hein, on est tous dans cette bulle de la perception du monde... Dans son filtre, au mieux journalistique, hein, je dis ça, c'est pas un gros mot, hein. Au pire, sont des newsletters absurdes ou des comptes Instagram propagande, débiles. ouais. Enfin, voilà. Mais c'est ça, enfin tu vois, c'est ça que je trouve très fort. Il y a très peu de voix aujourd'hui qui sont justement dans la nuance. En même temps, tu parles de vivre ensemble, en même temps il y a de l'espoir, mais aussi en même temps, tu vois, il subit sa maison, elle se fait, tu vois, vandaliser par des antisémites et tout. Et t'as pas de problème en fait à le raconter aussi. Non, c'est là. Enfin, je veux dire, et c'est pas. Je pense que c'est pas du tout atténué, en fait. Mais c'est ça qui est... En fait, après, il y a ce truc de... Je pense que ce que les gens perçoivent, ce qui est vrai du film, c'est que c'est un personnage miraculeux, Belisha. Donc, en fait, il lui arrive tout ça, mais ça l'affecte pas. Ouais. Il est toujours présent dans sa dignité. En tout cas, il n'est pas atteint dans sa dignité par tout ça. Et c'est ça qui fait que le film est... Et c'est ça l'espoir du film, en fait. C'est ce mec, il peut tout lui arriver, en fait. Voilà, c'est comme Chaplin... Et donc, c'est peut-être ça qui est insupportable, je sais pas, à un certain endroit, quoi, d'accepter ça. Comme évidemment, alors, je mets pas du tout les films au même niveau, hein, mais ça a dû être insupportable de regarder Le Dictateur. Ouais, non, grave. Bien sûr. Bon, oui, en effet. D'ailleurs, juste pour revenir un peu sur le personnage de Léa, c'est un personnage hyper nouveau en fait à la télé de voir une rabbine. On a vu quand même quelques rabbins évidemment dans l'histoire du cinéma ou de la télé, que ce soit Rabbi Jacob ou les rabbins d'Alon Sirosman dont on parlait tout à l'heure, ou là récemment avec les séries Nobody Wants This, il y a eu le retour de la figure du hot rabbi aux États-Unis où tout le monde s'est un peu emballé. Mais là, de représenter une femme rabbin, en vrai, il y a quelque chose de... Pareil, ça va encore mettre des gens pas contents. Mais comment on écrit ce genre de personnage qui est à la fois, du coup, hyper moderne, mais qui doit quand même traiter d'un héritage qui date il y a des millénaires et parler de religion. Je sais pas si tu as des choses à nous raconter sur la création du personnage. Après, le personnage est quand même précédé par Delphine, qui est quand même une vedette. Enfin, je pense que si on demande aux gens de citer un rabbin, globalement, ils vont citer Delphine Orviller. Donc, c'est quand même que les choses ont un peu bougé de ce point de vue-là. Bien et sûr. D'ailleurs, c'est beaucoup lié à elle, et pas que. Il y a aussi Pauline Beb, il y a plein de gens. On embrasse. Mais Delphine occupe cet endroit médiatique un peu surprenant, quoi, où, parce qu'elle est écrivain, c'est devenu une personnalité publique et une référence. Donc, on arrive quand même, il y a un précédent. Je veux dire, ça ne sort pas de nulle part. Et ensuite, je te dirais que la difficulté, c'est un peu celle que je disais avant, c'est-à-dire que
ce qu'il faut, c'est que vu que tu vas faire une femme, voilà, une jeune femme qui est rabbin, comment tu gardes, c'est ce qu'on écrit, c'est quand même une comédie, et il faut que ce personnage soit drôle. Ah, bien sûr. Parce que souvent le service qu'on ne rend pas aux personnages féminins dans les comédies, c'est vu qu'on veut faire des personnages féminins forts et complexes et que on a 70 ans de cinéma misogyne à rédimer, on fait des femmes géniales qui ont vraiment comme ça, qui ont un super tempérament mais qui sont inintéressantes en fait, du coup, qui sont les personnages les moins comiques possibles. Et je passe mon temps à lire des trucs où je dis mais vous voyez bien que l'actrice là, elle va s'emmerder de ouf avec ce rôle, à avoir toutes les bonnes réponses et à être sympathique tout le temps. C'est nul. Et du coup, et ça, systématiquement, il faut se battre pour obtenir de faire un personnage féminin en fait drôle, c'est-à-dire faillible, ou failli plutôt. Il faut se battre. Et donc là, Léa, il faut qu'elle se plante en fait. Et il faut qu'elle se plante plein de fois. Parce qu'il faut qu'elle soit drôle. Et c'est pour ça que j'étais soulagé qu'on prenne Elsa, parce que je savais qu'Elsa était drôle. Et qu'elle ferait vivre ce truc, cette comédie. Et qu'elle serait touchante aussi, et elle est intelligente, donc on croit qu'elle est vraiment capable de dire tout ce qu'elle dit, parce qu'on voit qu'elle l'a compris quand elle le dit, et que ça pourrait venir d'elle. Et donc c'est ça la difficulté, en vérité, à écrire ce personnage. Après, tu sais, c'est marrant, parce qu'au début, on avait un angle, je dis on, avec Benjamin Charbit. Ouais. Au début, on avait un angle plus judéo-juif de la série, parce que ce qui nous intéressait, c'était vraiment le conflit entre les anciens et les modernes, le conflit avec les orthodoxes, etc., enfin avec les consistoriaux orthodoxes et tout ça. Et la chaîne nous a dit non, mais quand même, on fait une série pas que pour les juifs, quoi. Il faut quand même faire un truc qui s'adresse un peu à tout le monde. Et effectivement, ils avaient raison. Donc c'est toujours là dans la série, mais c'est une part moins importante. Avec limite une intrigue un peu amoureuse quoi. Ouais, c'est ça. Bon, nous on l'a traduit comme ça. Mais il y a toujours ce conflit-là, mais il occupe une moins grande place que ce qu'on se racontait initialement. Et comment, du coup, effectivement, comment on arrive à rendre ces récits plus universels, effectivement, parce qu'on pourrait se dire, mais qui ça va intéresser de parler de juifs, tu vois, c'est une question bête, mais à la fois, je pense que c'est pas si simple de rendre ces œuvres universelles, évidemment, avec l'humour et avec ce que tu racontes, les obstacles et le fait de se tromper. Mais est-ce qu'il y a d'autres ressorts dramaturgiques qui t'ont aidé ? Moi, j'ai une réponse assez paradoxale à ça, mais dont je suis convaincu, c'est que plus on est spécifique, le plus on est universel. En fait, il n'y a rien de moins universel que la standardisation. C'est-à-dire ce que les gens reconnaissent, en fait, c'est l'étrangeté. Parce que tout le monde est étrange, tout le monde a une famille bizarre, tout le monde a une expérience de la vie qui ne ressemble pas à ce qui est censé être l'expérience de la vie dans une publicité. Et donc, en fait, c'est pareil quand tu mentionnais Torah Box ou tous ces trucs dans Le Dernier des Juifs. Le sentiment ce qu'on reconnaît, c'est la spécificité. Ouais. Et moi, je sais que quand je regarde un film iranien, tu vois, un film de Jafar Panahi, j'espère que je vais pas tout comprendre. Ouais. Si je comprends tout, c'est qu'il me manque quelque chose. Et en fait, j'y vais pour ça. J'y vais pour voir comment ça se passe. Et tiens, c'est quoi ces deux flics ? Ah ouais, c'est marrant, ils se parlent comme ça. Ah d'accord, ils sont corrompus, etc. Et puis je suis largué pendant toute une partie du film, de la scène, etc. Mais c'est ça qui me sollicite, en fait, qui me mobilise. Et quand je vois un film étranger où je reconnais tous les codes, en fait, quand tout est clair pour moi, c'est profondément inintéressant. Et d'ailleurs, je m'en méfie. Donc j'aime bien voir un film chinois où je comprends pas tout. Et c'est pour ça que je regarde un film chinois. Et donc là, je pars de ce même principe avec... je prête la même curiosité aux spectateurs des films et des séries que j'écris. Ouais. Du coup, dans la même veine, si tu avais un conseil à donner à des jeunes scénaristes qui voudraient écrire des séries ou des films inspirés de leur microcosme, ce serait quoi ? Non, c'est ça, c'est la spécificité, c'est le recul quand même. Ouais. C'est un mélange de spécificité et de recul. Ça veut dire de regarder les choses vraiment de nous apporter dans le prisme de ce qu'elles sont réellement, sans nécessairement être réaliste, hein, c'est pas ça. Mais d'être inspiré par le réel, parce que le réel est toujours beaucoup plus étrange et intéressant que ce qu'on croit. Et d'ailleurs, plus c'est proche de nous, plus c'est difficile de le pointer, de le reconnaître.
Et ensuite, c'est le faire avec une forme de distance, dans la mesure où souvent, quand on lit quelque chose, je ne sais plus comment tu as formulé ça, mais quelqu'un veut raconter un microcosme, souvent ce microcosme, c'est le sien. Et donc, par ailleurs, souvent les gens créent un personnage, un protagoniste qui va être juste une espèce de point de vue sur ce microcosme, donc un truc un peu descriptif. Et ça fait des personnages pas très excitants, en fait. Pas très intéressants. Et donc, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que paradoxalement, moi, j'ai fait des trucs juifs. Je suis juif, mais les trucs juifs que j'ai faits sont assez loin de moi. Ouais. Donc, je porte un regard dessus qui est à la fois un regard familier, mais en même temps, ça m'est assez étranger, en fait. Ouais. Et là, dans le sens des choses, c'est réalisé par Keren Ben Raphaël, qui certes est juif, parce que on a envisagé de prendre une réalisatrice ou un réalisateur pas juif, mais on se disait là, quand même, la montagne à grimper est un peu difficile. Ça veut dire qu'il y a tellement de codes, de choses. Tout est galère. Ça aurait été très difficile. Mais moi, j'étais très séduit, au-delà du fait que Keren est une formidable réalisatrice, mais par ailleurs, j'étais aussi très séduit du fait qu'elle est israélienne. Et donc, tout ce monde lui est extrêmement exotique. Ouais, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui a très juste. Non, pas du tout. Et donc, même dans la façon dont elle a filmé Strasbourg, je vois, il y a un petit truc exotisant qui est sympathique, qui m'a plu. Je me dis, tiens, elle l'a bien filmé. Je sais pas si je l'aurais, moi, filmé comme ça. Et elle porte un regard, avec une forme de distance dont je pense bénéficie beaucoup de la série. D'ailleurs, t'as un personnage de femme israélienne comme ça. Et ouais, il y a une vigile israélienne. C'est bientôt la fin, Noé. On a une dernière petite question qu'on essaie de poser à chaque fois. Est-ce que tu aurais une fable ou un midrash à nous raconter? C'est terrible parce que moi, j'ai aucune spontanéité comme ça. On aurait peut-être dû te préparer à cette question. Ça. On aurait dû te le dire avant. Je sais pas. Si t'en as pas, c'est pas grave. J'aurais une idée dans 2 heures. Je dis, j'aurais dû raconter ça. On aurait vraiment dû te le dire avant. On est désolé, c'est gros tractin là. Ouais, non, un midrash. Ça me fait penser à une blague dans un livre de Saul Bilo, mais ça ressemble à un midrash, où c'est un petit village en Pologne. Il raconte, c'est ça, c'est l'histoire, c'est un petit village en Pologne, de juifs, un shtetl, mais vraiment perdu loin, et ça. Et les juifs sont très inquiets que quand le Messie arrive, il les oublie. Ils ne pensent pas à venir au village et à les alerter, quoi. Et donc, ils se disent, on va construire une tour et on va mettre quelqu'un en haut de cette tour. Comme ça, s'il voit qu'il y a le Messie, il nous prévient, etc. On sera au courant. Et donc, ils recrutent un schnorrer, un mendiant, un vagabond, en lui disant, voilà, tu te mets là, machin. Et puis, donc, il monte sur sa tour, il attend, il passe une journée, il redescend. Et rien. Et il croise un type qui lui dit, alors, qu'est-ce que tu en penses de ton nouveau boulot? Il dit, écoute, c'est pas très bien payé, mais il y a la sécurité de l'emploi. Ok. Magnifique, magnifique mot de la fin, ouais. Merci beaucoup d'être venu. Avec joie, merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On espère que vous avez appris autant de choses que nous. Normalement, si vous avez plus de questions que de réponses, c'est un bon signe. N'hésitez pas à vous abonner à nous sur votre plateforme de streaming préférée et nous mettre 5 étoiles. À très vite pour un prochain épisode avec un artiste juif du futur. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce projet possible. Un podcast produit par Tenoa, enregistré chez Mumbo Studio avec une musique d'Etienne Soul. Bisous.